teremos, primeiro, nessa mesa redonda, conflito de interesses, atores sociais, impacto dos processos de reconversão produtiva. E, bom, aí há primeiro um pedido de desculpa, porque duas das pessoas, dos palestrantes dessa manhã, não vão, infelizmente, poder estar aqui conosco. O professor Moacir Palmeira tinha pedido desculpa também, porque vários compromissos tinham impedido de estar aqui, e o professor Ricardo Amorovai, da USP, infelizmente teve um problema sério de saúde e também ficou impedido de viajar. Bom, mas teremos então aqui hoje a professora Céline Bessières, de Paris-Dauphine, na França, e a professora Marilda Menezes, da Universidade de Campina Grande, no Brasil. Todas as duas, eu acho que vai ser tão mais interessante, todas as duas têm uma imensa experiência, até de um trabalho que, assim, um tipo de metodologia que apareceu nos momentos anteriores, ainda de uma certa maneira, mas não como foco mesmo da análise. Quer dizer, todas as duas têm o foco de análises etnográficas, sendo que, no caso de Céline Bessières, fez todo um trabalho sobre os produtores familiares do conhaque, então tratou de uma maneira minuciosa até as recomposições produtivas dentro dessa área de produção de conhaque, que deve dar origem, inclusive, a um livro que deve estar saindo na França por agora, e vai aqui, então, entrar exatamente nessa questão da empresa familiar, tal como ela aparece na França, inclusive, eu acho tão mais interessante, porque, às vezes, a Europa não é pensada, quer dizer, fala-se sobre o que são empresas familiares, no caso europeu, e, às vezes, conhece-se pouco os modos de funcionamento dessas empresas. Bom, aí nós vamos poder ter uma ideia bastante precisa do que são esses atores e quais são a configuração de interesses que isso se apresenta. Bom, a outra questão que queria chamar a atenção, que desde ontem há a ideia de que está se falando de recomposição de processos de decisão e hoje vai se chamar a atenção para interesses conflitantes. Então, quer dizer, acho que, aliás, uma das contribuições, justamente, do processo acadêmico é detalhar a configuração de interesses, inclusive conflitantes, até mesmo para que possa se pensar quais são os processos pelos quais as deliberações podem tomar em consideração o conjunto dos atores de uma maneira mais, digamos assim, democrática. Bom, e a professora Marilda Menezes, que todos conhecem aqui no Brasil, que tem desenvolvido há longo tempo todo um trabalho sobre os agricultores do Nordeste, em particular sobre a relação entre agricultores familiares e migração, e que vai poder, então, também retomar, hoje em dia, essas novas configurações. Bom, então, passar logo para os atores. Bom, em primeiro lugar, então, passaria para a Céline Bessières, então, de Paris-Dauphine, sobre as empresas familiares na região de Cognac, na França, e ela poderá nos explicar melhor tudo isso. Bonjour, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Et puis peut-être, pour commencer, vous dire que je me sens un petit peu décalée et en même temps, je vais faire appel à votre imagination et à votre réflexion pour faire le lien entre ce qu'on a entendu hier sur l'agriculture familiale au Brésil. Je pense notamment à la dernière communication hier soir. Et puisque moi, je vais vous raconter aujourd'hui sur l'agriculture familiale en France, en particulier à partir d'un travail que j'ai fait pour ma thèse de sociologie sur les viticulteurs de la région de Cognac. Mais j'élargirai aussi un petit peu à l'agriculture en France pour vous donner quelques grands repères. Alors, je vais vous présenter d'abord le terrain où j'ai fait ma recherche. C'est une recherche de longue durée, puisque j'ai enquêté de 1997 à 2005 dans la région de Cognac, qui se trouve dans le département de Charente et Charente-Maritime. J'ai une petite carte. Voilà. Donc, vous avez la France,
Ça se trouve au nord de Bordeaux. C'est une région viticole qui s'étend sur 2 départements où il y a 5000 exploitations viticoles qui produisent du vin, et ce vin est ensuite transformé en cognac. Et c'est une viticulture qui ne ressemble pas du tout à la viticulture de Bordeaux ou de la Bourgogne. C'est une viticulture très mécanisée et avec des rendements élevés. Et une partie de la production seulement sert à faire est transformée en cognac, alors qu'une grande partie de la production ce sont des excédents qui sont subventionnés par l'Union européenne. Ça devient de l'alcool de pharmacie, par exemple. Le marché du cognac, c'est un marché d'exportation, presque totalement, puisque 95% du cognac est consommé à l'extérieur de la France. Et c'est un marché, alors j'ai mis en dents de scie, je ne sais pas si pour les traducteurs ça va être facile à traduire, mais ça veut dire que c'est un marché où il y a des pics où les prix montent très très vite, et puis il y a des moments où les prix baissent. C'est un marché très volatile. Et pour vous donner une idée, depuis les années 60, il y a eu 2 pics où les prix du cognac se sont envolés. C'était à la fin des années 80, 88, 90. Et puis récemment, en 2006-2008, les prix du cognac se sont envolés. Mais sinon, depuis les années 60, à part ces 2 pics, c'est plutôt un marché où il y a de la surproduction, où les prix sont bas et où du coup c'est difficile pour ces viticulteurs. Puis l'autre chose très importante, c'est que ce marché est contrôlé par des groupes multinationaux. J'ai mis du luxe, des vins et des spiritueux, vous les connaissez, ces groupes multinationaux, c'est LVMH qui possède la marque Hennessy, qui est la première marque de cognac. C'est Pernod Ricard qui possède 2 marques de cognac, et puis aussi des fonds de pension américains qui ont racheté récemment la marque de cognac Courvoisier. Et 4 grandes maisons donc, que j'ai indiquées ici, Hennessy, Martell, Courvoisier et Rémy Martin, peut-être vous connaissez ces marques puisque ce sont les grandes marques de cognac, représentent 70% des ventes mondiales. Donc c'est un marché mondialisé et c'est un marché contrôlé par ces groupes multinationaux. Alors moi, mon enquête, elle n'a pas porté sur les multinationales et ces négociants, mais elle a porté sur les viticulteurs, et particulièrement sur les jeunes viticulteurs qui reprenaient, à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui reprenaient une exploitation viticole. Ma question était pourquoi est-ce qu'ils reprennent une exploitation viticole alors que d'un point de vue économique ça n'avait pas l'air une affaire si rentable, ça avait l'air difficile, et pourquoi est-ce qu'ils reprennent une entreprise familiale. Et ma manière de travailler à Fragno l'a déjà un petit peu dit, c'était en faisant de l'ethnographie. Donc j'ai passé presque 10 ans là-bas. Et en allant voir sur la longue durée ces familles exploitantes, donc je vais y revenir, ce sont des familles et ce sont des entreprises. Et la longue durée est intéressante parce que je ne suis pas seulement allée voir un viticulteur, mais je suis allée voir le jeune viticulteur qui reprenait l'exploitation, ses parents, son père, sa mère qui travaillent souvent sur l'exploitation, parfois ses grands-parents qui sont là aussi, sa compagne, ses enfants, ses frères et sœurs. Et sur chaque exploitation, j'ai vu comme ça les différents membres de la famille. J'ai passé du temps avec eux, j'ai fait des interviews très longues avec eux. Et dans un certain nombre de cas, j'y suis allée régulièrement pendant ces 8 années. J'y suis allée tous les 2-3 ans, je retournais les voir pour voir l'évolution. Et puis j'ai fait aussi un cadrage statistique, donc ça vous allez voir au niveau national et au niveau local. Bon, ce qui est très important, et ça j'espère que vous allez pouvoir transposer avec le Brésil, c'est que ce sont des entreprises familiales. Mais par contre, elles sont très différentes entre elles, et j'ai appelé ça 3 univers sociaux, parce qu'il y en a certaines, c'est la bourgeoisie viticole. C'est une bourgeoisie qui a beaucoup de capitaux, qui a à la fois l'exploitation, donc les plus grandes exploitations, les mieux situées,
sur la carte tout à l'heure, j'aurais dû vous montrer, mais plus on est au centre, plus on est proche de la ville de Cognac, plus l'eau de vie qui est produite coûte cher, est vendue cher, et plus elle est réputée. Donc, ce sont dans la bourgeoisie viticole, non seulement ils ont de grosses exploitations, plus de 50 hectares par exemple, ce qui est beaucoup pour la viticulture, mais plus ils sont mieux situés aussi, mais ils ont aussi tout un tas d'autres capitaux économiques. Certaines de ces familles ont un vrai patrimoine immobilier. Ils ont des immeubles qu'ils mettent en location et qui procurent des revenus. Ils ont aussi des portefeuilles financiers pour certains d'entre eux. Donc le patrimoine économique, ce n'est pas seulement l'exploitation, c'est aussi tout un ensemble de biens. Et puis ils ont aussi, donc j'ai mis capitaux culturels, ils vont aussi à l'école. Dans cette bourgeoisie viticole, on envoie les enfants à l'université, on fait des masters en droit parce que ça va être utile, on fait des écoles de commerce. Donc on a aussi on fréquente aussi longtemps le système d'enseignement. On a aussi un réseau de relations sociales très important, et notamment avec les grands négociants. Et vous allez voir que ça aura son importance un peu plus tard dans mon exposé. Et puis, j'ai mis capitaux symboliques, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont de vieilles familles qui sont implantées là depuis plusieurs générations, qui sont connues et reconnues dans l'espace local. Et là aussi, ça a un impact très important sur ensuite leur stratégie productive. J'y reviendrai. Mais il n'y a pas seulement cette bourgeoisie viticole. Il y a aussi ce que j'ai appelé des petits livreurs de vin, c'est-à-dire des petits exploitants qui commercialisent leur production en vin aux négociants. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans la bourgeoisie viticole, on va transformer, donc le cognac, c'est d'abord des vignes, ensuite du vin, et ensuite on le distille, et ensuite on le stocke. Et dans la bourgeoisie viticole, on contrôle la production jusqu'au stock, c'est-à-dire qu'ils vont distiller leur production, la stocker, et le cognac prend de la valeur en vieillissant. Alors que chez les petits livreurs de vin, on commercialise la production en vin l'année de la récolte. Et ce sont ensuite les négociants qui vont assurer la suite de la transformation et donc récupérer la valeur ajoutée de la distillation et du stock surtout. Et ces petits livreurs de vin, leurs conditions de vie sont assez proches de la condition ouvrière. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont été pendant une partie de leur vie ouvriers agricoles, voire même ils sont ouvriers agricoles et en même temps petits producteurs. Ils font les deux en même temps, ce qu'on appelle pluriactivité. Et leur seul patrimoine, c'est l'exploitation familiale. Et puis, entre les deux, il y a un continuum de petits producteurs indépendants. C'est difficile de mettre des bornes, en fait. Petits producteurs dont l'objectif principal, c'est de maintenir leur exploitation familiale, mais qui ne sont pas dépourvus d'autres capitaux, qui vont à l'école assez longtemps, qui peuvent éventuellement avoir aussi un petit peu de patrimoine immobilier. Alors, j'avais préparé des photos, mais je vais les commenter très vite. En haut, là, on a une exploitation, ils appellent ça une propriété quand c'est la bourgeoisie, une propriété de 80 hectares de vignes. Donc ça, c'est la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation sont derrière. Je ne suis pas très forte en photo, mais il y a une piscine juste à côté qui vous donne une idée un petit peu du niveau de vie. À gauche, ici, c'est une exploitation peut-être intermédiaire, on peut dire. On voit en fait les bâtiments d'exploitation à droite et la maison d'habitation construite dans les années 70 juste à côté. Ça, c'est intéressant pour moi parce qu'on voit bien que l'entreprise et la famille, c'est imbriqué. Donc là, ils ont construit la maison juste à côté. Dans la première photo, la maison est devant et les bâtiments d'exploitation, c'est la cour à l'arrière. Donc, c'est des unités domestiques et professionnelles imbriquées. Puis la photo numéro 3, c'est une exploitation en polyculture, donc où il y a un petit peu de vignes, 6 hectares de vignes, c'est pas beaucoup, où on commercialise en vin. Et une partie de leur activité, c'est l'élevage, donc des vaches laitières, des vaches allaitantes. Vaches allaitantes, c'est pour faire des veaux sous la mer, donc pour vendre de la viande. Et ils ont aussi un petit peu de terre. Bon, c'était pour vous donner une idée. Alors, je vais revenir à Cognac, mais avant, je voudrais vous donner quelques grandes
données statistiques sur le poids des entreprises familiales dans l'agriculture française. Parce que l'agriculture en France a beaucoup changé ces 50 dernières années. Alors là, tous les chiffres que je vais vous donner, c'est les publications du ministère de l'Agriculture et des statistiques produites par le ministère de l'Agriculture. Le nombre d'exploitations agricoles en France a beaucoup baissé ces 50 dernières années. Donc vous avez là de 2 millions à 545 000 exploitations entre 1955 et 2005. Et pendant ce même temps, le volume de la production, donc toute production confondue, a doublé. Et en fait, donc évidemment, ça veut dire que les exploitations, chacune de ces exploitations a énormément grossi. Et c'est ce qu'on peut voir à partir de l'agrandissement des surfaces. Donc, je vous ai donné quelques chiffres ici. En préparant, je me disais que par rapport au Brésil, ça doit vous paraître tout petit en fait, mais la France est petite par rapport au Brésil. Donc en 55, 80% des exploitations comptaient moins de 20 hectares équivalent blé de superficie agricole utilisée, et 0,8% occupaient plus de 100 hectares. Et aujourd'hui, 43% des exploitations s'étendent sur moins de 20 hectares et 16% dépassent les 100 hectares. Donc les exploitations ont beaucoup grossi. Et donc ces transformations sont aussi des transformations techniques, évidemment, qui sont liées à la mécanisation de l'agriculture, la génétique, tout a changé en fait dans le travail des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est l'informatique. La plupart des exploitants utilisent leur ordinateur dans leur activité quotidienne pour faire leur comptabilité, gérer leur stock, etc. Et toutes ces transformations donc structurelles et techniques se sont accompagnées de nouvelles formes juridiques. Et notamment une croissance très importante des sociétés civiles agricoles. Alors il y a deux formes de sociétés qui sont les GAEC et les EARL qui au départ ont été créées pour justement avec l'idée que ça allait transformer l'agriculture familiale, avec l'idée que ça allait dissocier le capital de la famille du capital de l'entreprise. Donc ce sont de vraies sociétés avec des actionnaires. Et en 1970, ces sociétés, elles représentaient moins d'1% des exploitations. Et aujourd'hui, elles se sont généralisées, notamment dans les exploitations. Alors, les exploitations professionnelles sont des critères donnés par le ministère de l'Agriculture d'une taille minimale d'exploitation, où on les appelle exploitations professionnelles. Et 40% d'entre elles aujourd'hui ont cette forme sociétaire. Donc ce sont des sociétés avec des actionnaires et non plus des entreprises individuelles. Et toutes ces transformations de l'agriculture, transformations techniques, transformations structurelles, agrandissement, transformations juridiques, font que depuis les années 70 en France, il y a un discours très partagé qui est que l'agriculture va devenir de plus en plus capitalistique et de moins en moins familiale. Et ce discours, il existe depuis les années 70. Il existe à la fois à droite de l'échiquier politique et à gauche de l'échiquier politique. À la fois chez les chercheurs et chez les politiques. Parce qu'à droite, si on prend par exemple les syndicats agricoles en France, et puis certains chercheurs aussi, ils vont dire l'agriculture française se modernise, s'est modernisée, et elle est ce sont en train de devenir des entreprises comme les autres. Et puis, en étant assez favorable à ça. Et à gauche, l'analyse en fait est presque la même. Ils disent l'agriculture est en train de devenir un agro-business, c'est en train de devenir des sociétés capitalistiques, et du coup les paysans vont se retrouver, ne vont pas s'y retrouver dans cette affaire-là. Et c'est ce que disent les syndicats agricoles de gauche, qui redoutent en fait ces transformations de l'agriculture. Et ce qui est frappant, c'est que si on regarde les chiffres dans les années 2000, eh ben, en fait, les entreprises familiales se sont maintenues dans l'agriculture. Puisque, alors là, je vais vous donner une série de preuves de ce que j'avance là. En 2000, 8 agriculteurs de moins de 40 ans sur 10, donc ce sont les jeunes en fait qui deviennent agriculteurs, ils sont apparentés à l'exploitant qu'ils ont remplacé. Alors apparenté, c'est sens large, mais 3/4 des cas, c'est un enfant.
3/4 des cas, 3/4 des installations d'agriculteurs, ce sont des enfants d'agriculteurs qui deviennent agriculteurs sur l'exploitation de leurs parents. Pardon, 8 cas sur 10. Ouais, c'est bon. Et voilà, 8 cas sur 10. Et dans les 3/4 des cas de ces 8 cas sur 10, ce sont des enfants. Et ça peut être aussi des neveux, des petits-enfants. Entre 2003 et 2005, parmi les 15% d'agriculteurs qui se sont installés sur une exploitation sans aucun lien de parenté avec leurs prédécesseurs, la moitié avaient des parents eux-mêmes agriculteurs. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que quand ça ne se transmet pas dans la famille, eh ben, c'est un fils d'agriculteur qui reprend l'exploitation quand même. Et ça nous décrit en fait d'une autre manière l'agrandissement. C'est qu'un jeune agriculteur en France va reprendre l'exploitation de ses parents et puis il va racheter ou louer les exploitations des voisins ou qui n'ont pas de successeurs. Et dernière chose très importante, en 2000, 93% des sociétés civiles agricoles dont je parlais tout à l'heure, les GAEC et les EARL, elles étaient exclusivement familiales. Exclusivement familiales, ça veut dire que tous les actionnaires sont apparentés entre eux. Et seulement 5% d'entre elles réunissaient des associés dépourvus de liens de parenté. Ça veut dire que la forme majoritaire de ces sociétés, ce sont des sociétés parents-enfants ou père-fils. Voilà. Donc du coup, les entreprises familiales, ce qui me paraît intéressant dans ces exploitations agricoles, c'est que les logiques entrepreneuriales et les logiques familiales, elles ne sont pas opposées, elles ne s'excluent pas, mais elles sont articulées entre elles. Et en fait, donc j'ai cité Alice Barthez, qui a écrit un travail qui a été pas très reconnu en France en 1982, parce que tout le monde disait, mais Alice, elle parle du passé en parlant de ses exploitations familiales. Et en 82, elle disait, les exploitations agricoles, ce sont des lieux où il y a un choc entre des rapports économiques et des rapports familiaux. Et en 82, tout le monde lui disait, mais ça va être fini, Alice. Et en fait, en 2000, et même là, on est en 2009, on peut encore dire ça. C'est toujours vrai. Bon, j'avais rajouté le fait que ça, ce n'est pas spécifique au secteur agricole, puisque les entreprises familiales, si on regarde, alors ça dépend de la définition qu'on donne de ce que c'est qu'une entreprise familiale, mais une entreprise familiale, c'est soit défini par la propriété du patrimoine de l'entreprise, soit des critères de direction de l'entreprise. Et selon la définition qu'on prend, on se rend compte qu'entre 75% et 95% des entreprises enregistrées dans le monde sont des entreprises familiales. Au Brésil, c'est 90%. Ah, on ne voit plus mon titre. Alors là, maintenant, je voulais revenir à Cognac et revenir à qu'est-ce que c'est que transmettre et reprendre une entreprise familiale. Du point de vue, donc comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé des différents points de vue dans la même exploitation. Et du point de vue des parents, transmettre l'exploitation familiale, c'est transmettre un patrimoine, c'est transmettre leur métier et c'est transmettre leur statut de chef d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que selon qu'on est dans la bourgeoisie viticole ou selon qu'on est chez les petits livreurs de vin, ces transmissions, ça va être plus ou moins compliqué. C'est plus difficile de transmettre son métier quand toute sa vie, on a eu du mal à accéder à vendre son vin aux grands négociants. C'est plus facile de donner envie à ses enfants de reprendre le même métier que soi quand l'exploitation est plus rentable. Et puis sur le patrimoine productif, alors là ça m'amènerait trop loin, mais selon la composition du patrimoine, et notamment ce que je disais tout à l'heure, le fait que si on a des biens immobiliers ou un patrimoine financier, ça va être plus facile de diviser le patrimoine et de le transmettre à ses enfants, et notamment de compenser auprès des frères et sœurs du repreneur la transmission du patrimoine. Donc en fait, toutes ces questions de transmission, il faut aller les regarder selon le milieu social dont on parle. Et du point de vue maintenant des jeunes qui s'installent, j'ai appelé ça reprendre et entreprendre. Ils reprennent une entreprise familiale, ils ont vivement conscience qu'ils sont un maillon dans une chaîne. Ils sont un maillon dans une chaîne, ils doivent leur position à celle de leurs parents. Et en même temps, et aussi partir, ça serait trahir. Partir, ne pas reprendre, ça serait trahir la famille.
Et donc, c'est très dur de ne pas reprendre. Et ça arrive assez souvent, hein, puisque le nombre d'exploitants agricoles diminue, hein, et à Cognac aussi. Et en même temps, donc trahir, c'est partir. Donc, on est un maillon dans une chaîne, dans une lignée. Et en même temps, du point de vue de ces jeunes viticulteurs, il faut reprendre, ça doit être une vocation personnelle. Ça doit venir de soi. Ça doit être. Alors, ce qu'ils disent tout le temps, ils disent je veux faire ça depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu faire ça. Et je m'approprie la reprise comme une entreprise, presque comme une création d'entreprise. Et l'école et les instances professionnelles sont très importantes pour ça, parce que donc il y a des écoles d'agriculture en France, et puis il y a aussi tout un encadrement de la profession, puisque si vous pouvez bénéficier pour devenir agriculteur en France de tout un tas de subventions, mais très importantes, notamment de prêts à des taux très avantageux si vous avez le label jeune agriculteur qui est délivré par les représentations locales, disons, du ministère de l'Agriculture. Donc si vous avez le label jeune agriculteur reconnu par les pouvoirs publics, vous avez tout un tas d'avantages matériels. Et en fait, les instances professionnelles et dans les écoles d'agriculture, on forme les agriculteurs à créer une entreprise et non pas à reprendre l'entreprise familiale. Donc les jeunes viticulteurs s'appuient là-dessus pour dire je reprends et je fais une entreprise, enfin c'est mon entreprise et pas seulement, je reprends celle de mes parents. Alors, pour l'instant, j'ai fait le face-à-face entre les parents et les enfants. Mais il y a aussi les compagnes de ces jeunes viticulteurs. Alors, compagnes qui sont là ou pas, parce que en France, l'agriculture est un secteur où il y a un très fort taux de célibat. C'est la catégorie socio-professionnelle où il y a le plus de célibat. Mais s'il y a une femme, à la génération précédente, ce que j'appelle la génération précédente, ce n'est pas les jeunes qui ont, disons, 30-35 ans aujourd'hui qui reprennent, mais leurs parents. À cette génération, les mères ou les belles-mères, elles étaient... alors, c'est une viticultrice qui m'a dit ça, sans profession. Alors, c'est un jeu de mots en français. Sans S-A-N-S, profession, sans profession. Ah, c'est vraiment difficile. Donc, sans profession et pas de profession, puisque... Ça marche ? Ok. C'est 5 com S et 5 com C. Ok. Parce qu'elles n'étaient pas reconnues. Elles étaient aides familiales. Elles n'étaient pas reconnues comme agricultrices, alors même qu'elles étaient là et qu'elles travaillaient. Et alors, sans profession, c'est plutôt... c'est le cas général. Dans la bourgeoisie viticole, elles disent je suis femme d'eux. Femme d'eux, ça veut dire elles sont la compagne, elles sont là dans toutes les actions de représentation de la famille et de l'entreprise. Oui. Mais elles n'existent que par rapport à leur mari. Et ce qui est frappant, c'est que depuis les années 70, les femmes d'agriculteurs, alors là, ces données-là, ce n'est pas sur Cognac, c'est sur la France. Les femmes d'agriculteurs se sont mis à occuper des emplois salariés à l'extérieur de l'exploitation. Il y en avait 7% en 70 et aujourd'hui 40%, et même 2/3 dans les ménages de moins de 35 ans. Donc chez les jeunes, en fait, les femmes d'agriculteurs ne sont plus agricultrices ou ne sont plus aides familiales ou femmes au foyer, mais elles ont un emploi salarié. Et ces femmes, et ça c'est valable par contre dans tous les univers sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces femmes, elles disent qu'elles sont très contentes d'occuper ces emplois salariés. Elles disent j'ai mon salaire à moi, j'ai mon compte personnel, j'ai mon argent à moi, distinct de l'argent de mon mari ou de mon compagnon, distinct de l'argent de l'entreprise. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les viticulteurs aussi sont très contents que leurs femmes travaillent à l'extérieur. Et ils disent, vaut mieux qu'elles travaillent à l'extérieur. Et ils disent, elles sponsorisent l'activité viticole. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que ces femmes, en travaillant à l'extérieur, elles permettent à ces exploitations viticoles de tenir toutes les mauvaises années. Parce qu'elles payent l'électricité, elles payent l'essence dans la voiture. Et du coup, c'est une économie domestique, en fait, qui se compense avec l'entreprise.
Donc quand l'entreprise ne rapporte pas de revenus, quand le cognac se vend pas bien, eh ben, avoir une femme qui est infirmière, caissière, employée, aide à domicile, voilà, même si ce sont des petits revenus, ce sont des revenus mensuels qui permettent à ces exploitants de tenir les mauvaises années, qui leur permettent aussi de réinvestir davantage dans leur exploitation. Du coup, on pourrait se dire en première analyse, mais c'est la fin de ces entreprises familiales. Si les femmes ne travaillent plus là, qu'est-ce que ça a de familial, ces entreprises? Mais si vous avez bien compris ce que je viens de dire à l'instant, c'est quand même une économie où le professionnel et le familial va continuer. Enfin, il faut penser les choses ensemble, sinon on ne comprend rien. Et il y a un lien quand même entre cette activité salariée et ce qui se passe dans l'entreprise. Bon, ça a aussi d'autres conséquences sur le fonctionnement pratique. Parce que ces femmes, elles ont des week-ends, elles ont des vacances, puisqu'elles sont salariées. Et du coup, elles vont commencer à demander à leurs conjoints de séparer les espaces davantage et de séparer les temps. Elles vont dire, non, mais le week-end, alors d'accord, pendant les vendanges, mais quand même, le reste de l'année, le week-end, on ne travaille pas. Ou ça serait bien qu'on parte en vacances. Donc, séparer davantage les temps et puis séparer aussi davantage les espaces. Elles vont dire, ça suffit que le bureau de l'entreprise, ça soit notre cuisine, quoi. Donc voilà, ça change en fait le fonctionnement de ces entreprises. Ouais, c'est ma dernière partie, Afranio. C'est bon. Alors, on voit toujours pas le titre, mais là, le titre, c'était les stratégies productives et commerciales des jeunes viticulteurs. Il y a trois. Donc, maintenant, je reviens à ces stratégies productives. Et peut-être ce que je peux apporter à ce débat, c'est de dire que les stratégies productives, il faut les rapporter à la position sociale, socio-économique et aussi à la trajectoire sociale de ces entreprises familiales. Parce que une première grande stratégie pour ces jeunes viticulteurs qui s'installent, à un moment économique qui n'est pas facile, ça va être de prêter allégeance à une grande maison. Donc les grandes maisons, c'est Annecy, Courvoisier, etc. Prêter allégeance, c'est moi qui le dis. Eux, ils vont dire être fidèles. Ça veut dire, alors ça, c'est pas accessible à tous. C'est accessible à ceux qui ont leurs entrées auprès des négociants. Et c'est d'autant plus facile qu'on appartient à la bourgeoisie viticole parce qu'on fréquente, on est une vieille famille, on est là depuis longtemps, on est connu, on est reconnu, on fréquente les mêmes écoles que les cadres de chez Annecy ou de chez Rémy Martin ou de chez Courvoisier. On fréquente les mêmes clubs de sport depuis des années. Et on se connaît, en fait, les parents se connaissent, ils emmènent leurs enfants très tôt pour aller négocier les contrats de vente avec les fournisseurs. Et donc, quand on est une vieille famille du centre de la région délimitée, c'est plus facile, en fait, d'avoir ces liens qui dépassent en fait les liens purement commerciaux avec les cadres des grandes maisons de négoce. Mais du coup, quand on décide de prêter, quand on choisit comme stratégie de faire allégeance, ça suppose d'être sous contrat. Alors ça, c'est une expression de Louis Lorvélec qui a écrit un article intéressant qui s'appelle « L'agriculture sous contrat ». Et qui dit que l'agriculture est de plus en plus sont des indépendants, ces agriculteurs, mais ils sont enserrés dans des contrats de production qui définissent en amont exactement ce qu'ils doivent faire. Et à Cognac, les grandes maisons vont dire « Ah, il faut vinifier de telle et telle façon, il faut distiller de telle et telle façon, il faut employer tel ou tel matériel, tel pressoir, tel... Alors parfois, c'est des logiques de contrôle de la qualité, mais parfois, c'est aussi des logiques de groupes industriels. Par exemple, Annecy est propriétaire d'une marque de tonneaux. Et Annecy va imposer à ses viticulteurs d'employer ces tonneaux pour stocker le cognac, tonneaux qui appartient au groupe Annecy. Bon, donc voilà, donc il faut respecter tout un tas de normes et le moment de la visite déchets par le négociant est un moment très, très, très difficile pour ces viticulteurs. Et puis, quand on prête allégeance à une grande maison, il faut rentrer dans ce qu'ils appellent la course aux hectares. Il faut s'agrandir, parce que les négociants pèsent très fort pour agrandir, pour avoir un nombre plus restreint de fournisseurs qui a de plus grandes surfaces, parce que ça coûte moins cher d'aller chercher du vin ou de l'eau de vie à un producteur plutôt qu'à 10. Bon, voilà, ça c'est une première stratégie, mais avec ce que j'ai dit en haut, vous voyez qu'elle n'est pas totalement accessible à tout le monde. Une deuxième stratégie, c'est celle des exclus, on pourrait dire, de cette première stratégie. C'est celle de la périphérie de la région délimitée
c'est celle d'exploitations qui, dans les années 60, n'ont pas pris le train de la modernisation de l'agriculture et qui ne se sont pas spécialisées. Parce que si on prenait il faut faire de l'histoire de longue durée. Mais au début du siècle à Cognac, on n'a pas le temps, oui. Mais au début du siècle à Cognac, les exploitations, elles avaient un peu de vignes, un peu de céréales, un peu d'élevage. Aujourd'hui, il y en a encore un quart qui continue à être de ce type-là, en polyculture. Et en fait, ces exploitations, ce qui est frappant, c'est que dans les années 90, elles ont plutôt mieux tenu que les autres. Elles ont mieux tenu parce que les céréales et l'élevage, surtout les céréales, donc bovins, porcs, et certains font des œufs aussi ovins, ont permis de tenir les mauvaises années, donc de faire une sorte de diversification. Enfin, c'était du coup une diversification qui a permis de tenir les mauvaises années sur le marché du cognac en se repliant sur l'activité d'élevage, mais sans abandonner quand même la vigne. Donc on voit que c'était un handicap. Dans les années 60, c'était les retardataires et que c'est devenu comme une stratégie de diversification qui a marché dans les années 90-2000. Bon, voilà, ça c'est, je passe. C'est ma dernière, j'ai presque fini. La dernière stratégie, là aussi, je pense que peut-être vous allez pouvoir faire des parallèles avec ce qui a été raconté hier. Parce qu'il y a eu un plan dans les années 90 et début des années 2000 en Charente pour dire, bon, il y a de la surproduction, donc il faut faire de la diversification. Mais pas du tout la diversification dont je viens de parler avec l'élevage, qui était une diversification de fait qui existait. Mais la diversification, c'était d'arracher les pieds de vigne pour faire du cognac et de faire du vin de pays. Et ce plan, soutenu par les pouvoirs publics, soutenu par les négociants, il n'a jamais marché. Et il n'a jamais marché parce que les viticulteurs n'ont pas voulu faire ça. Et alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'acceptaient pas de se mettre à faire du vin de pays. Et il y a une raison, en fait, très simple. C'est que c'est arracher qui leur pose problème. Toute l'économie du cognac, c'est tenir quand le marché est bas pour profiter des pics spéculatifs. Pour vendre, vider son chai, ils disent ça, vider son chai, vider tous ses stocks au moment où les prix montent et tenir les mauvaises années. Et en fait, faire la diversification, c'est arracher, donc c'est enlever, c'est ne pas tenir justement. Et la plupart des petits viticulteurs étaient très hostiles à ce plan, en disant, en faisant ça, on laisse les gros, eux, ils vont pas y aller. Les gros, ils vont tenir. Et si nous, on se met à faire ça, on est fini en fait. Et donc, ça n'a jamais marché. Alors ça, c'était assez intéressant. Un plan vraiment soutenu par tout le monde, hein, le ministère, les pouvoirs publics locaux, les négociants, tout le monde. Et ça n'a jamais marché. Par contre, ce que beaucoup de jeunes viticulteurs veulent faire, c'est ce qu'ils appellent la mise en bouteille, c'est-à-dire la vente directe de cognac. C'est-à-dire contourner les négociants et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire leur propre cognac avec leur étiquette et le vendre eux-mêmes. Et ça, c'est leur rêve à tous, parce que d'un point de vue professionnel, c'est ce qu'ils disent, c'est l'aboutissement de notre métier d'aller vraiment jusqu'au bout. J'ai fini, Afraniu. Et la seule chose voilà, ça sera ma dernière phrase, c'est que à nouveau, cette stratégie-là, tous ils le disent, mais en fait, il y en a très peu qui peuvent effectivement la mettre en œuvre. Et il y en a très peu qui peuvent la mettre en œuvre parce que se mettre à vendre son cognac soi-même, c'est un métier qui est très particulier. Ça suppose de faire du commerce et non plus seulement de la viticulture. Et puis, comme je l'ai dit, le cognac, c'est un marché d'exportation. Donc, ça suppose de vendre du cognac à l'étranger. Et quand on sait qu'aux États-Unis, il faut passer, enfin, dans les pays scandinaves, au Canada, il faut passer par un organisme particulier qui achète les alcools. Aux États-Unis, il y a une législation sur les alcools qui dépend de chaque État. Donc, en fait, ils savent pas du tout faire ça. Ils n'en ont pas les moyens depuis Cognac d'être à la fois viticulteur et de faire ce travail commercial à l'exportation. Donc, les conditions de possibilité de cette chose-là, elles sont très étroites et elles sont réservées à ceux qui ont des profils très particuliers. Alors plutôt là encore dans la bourgeoisie viticole, des gens qui font ça depuis longtemps, qui ont un réseau de relations sociales à l'extérieur de la région, qui ont fait des études longues, notamment des études juridiques, qui parlent l'anglais ou d'autres langues étrangères. Donc c'est un profil
social très particulier. Voilà, j'ai fini. Donc, juste pour conclure, voilà, il faut faire des liens maintenant avec ce qui a été discuté hier. J'espère que ça apporte un petit quelque chose. Mais pour moi, l'idée, c'est que les stratégies productives de ces entreprises familiales, on peut les comprendre que si on resitue qui ils sont, d'où ils viennent, quelle est leur trajectoire et leur position socio-économique. Voilà, merci. Bom, muitíssimo obrigado. Exatamente até por isso mesmo, quer dizer, essa última frase, quer dizer, por ver como muitas vezes quando a gente fica ou no muito geral nas tendências macro, ou só quando vê as coisas ao nível das estratégias individuais, quer dizer, como a gente perde a capacidade mesmo de colocar em relação a esses vários planos, e eu acho que nesse próprio debate, para ver que os atores em jogo dentro daquilo que está se chamando de transnacionalização de mercados são muito mais complexos que aqueles que a gente pensa de hábito. Bom, eu passo, então, para nós vermos isso do lado de cá do Oceano Atlântico, com a Marilda Menezes, que vai, então, pegar também o assunto olhado do lado do Brejo da Paraíba. Uhum. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, não é, de participar da mesa, feito por Leonilde, por Sérgio Leite, não é, e também por Afrânio. E dizer que a minha apresentação, matutei muito o que eu poderia trazer, porque a minha pesquisa atual é sobre trabalhadores cortadores de cana, jovens migrantes do sertão paraibano que cortam cana nas usinas em São Paulo, né? Mas a próxima mesa, né, o assunto da próxima mesa será sobre isso. Então, eu tenho certeza que a próxima mesa nós vamos ter plenas condições de trabalhar sobre essa questão recente, né, do crescimento dos trabalhadores migrantes nordestinos nas usinas de São Paulo. Então, nós resolvemos trazer aqui uma reflexão de um período anterior, não o período atual, presente, né, sobre o crescimento da cana-de-açúcar, mas um período anterior que remete às consequências do pró-álcool, não é? E o que nós estamos chamando, motivado pelo título da mesa, né, o processo de reconversões produtivas, né, ou, como o título diz, da usina ao assentamento, os dilemas da reconversão produtiva no Brejo Paraibano. Bom, eu vou tomar como caso específico o Brejo Paraibano, mas dizendo que é um caso específico, mas, na verdade, remete a todo um processo maior que foi largamente trabalhado numa pesquisa chamada Impacto dos Assentamentos Rurais, coordenado pelo CPDA, né, Leonilde está aqui, Sérgio Leite, pelo professor Márcio Palmeira também, professor Beatriz Herédia, e dessa pesquisa que foi realizada em 2000, 2001, não é? Os resultados estão publicados no livro editado pela Unesp, os resultados gerais. Nós continuamos, a equipe de pesquisa trabalhando, desdobrando em várias outras pesquisas, não é? Então, o meu trabalho em particular de pesquisa, e o professor Edgar, tem sido no Brejo Paraibano. A professora Emília continua com os desdobramentos com a pesquisa na Zona da Mata Paraibana, toda a Zona da Mata Paraibana, não é? Então, é o caso do Brejo, mas, na verdade, é a partir desse caso que nós queremos pensar esse processo de reconversão das falências das usinas, né, na região Nordeste, a partir do fim do pró-álcool, né? Então, a questão então, que nós nos colocamos como reflexão é justamente, né, a questão dos investimentos privados, né, que foram fomentados por subsídios e se tornaram inviáveis, né? No caso desses investimentos privados, nós estamos focando particularmente no pró-álcool, né, o programa que foi de 1975 a 1985, 86, né, e como com o fim do pró-álcool se gerou, né, uma quebradeira geral das usinas do Nordeste, né, e vários processos interessantes de reconversão produtiva. Tá? Então, a preocupação é um pouco ver esse período de expansão, muito rapidamente, né, porque é um período importante, mas muito rapidamente, período de expansão, e o período posterior, 85, 86, com a quebra, e que processos se colocam de reconversão nessa falência das usinas, né? Bom, primeiro, queríamos
fazer aqui duas, três considerações sobre a noção de reconversão produtiva, né? Bom, estou aqui ao lado do professor Afrânio. Uma inspiração vem do trabalho dele, muito conhecido acho, pela maioria de nós, né? Ele usou amplamente essa noção de reconversão no livro dele, O Sul, Caminho do Roçado, né? Onde ele trabalha as estratégias ascendentes e descendentes, ascendentes dos agricultores, descendentes dos senhores de engenhos, usineiros, né? Mas, bom, então, claro que nós temos essa referência fundamental do livro do professor Afrânio, mas nós desdobramos aqui três noções principais que não esgotam de modo algum, são noções iniciais, não é? Uma primeira, pensar a reconversão em duas direções básicas, né? Uma primeira direção seria a reconversão que se dá pelo investimento de capital e dos interesses privados, aí no sentido da acumulação do capital, né? Então, acho que um pouco tudo que nós vimos ontem, né, com a expansão da cana e do agronegócio. O segundo processo, uma segunda direção, seria reconversões produtivas que surgem justamente dos insucessos do investimento do capital. Ou, no caso específico, é o caso que nos interessa, que, né, os processos de reconversão que se desdobram, né, no caso da falência das usinas, né. Uma segunda possibilidade de pensar reconversão é a concepção, não é, inspirada em Bourdieu, trabalhada pelo professor Afrânio, e recentemente também retomada por alguns professores em Campina Grande, num projeto que está em andamento, que é um projeto chamado Casadinho, aí, com um convênio com a Unicamp, que é a ideia de Bourdieu, então, primeiro, reconversão no sentido de deslocamentos no espaço social, segundo, reconversão no sentido de estrutura do sistema das estratégias de reprodução social e reconversão no sentido de transformação estrutural. A experiência do Brejo vai nos mostrar que se trata de uma experiência que adquire o sentido mais de deslocamento em espaços sociais e de reestruturação do sistema de estratégias. Não se trata propriamente de uma transformação estrutural, né? E uma terceira noção, né, de reconversão produtiva que envolve diferentes atores, né, as elites econômicas, as organizações de trabalhadores, agentes governamentais, estaduais, locais, e ONGs e diversos atores, né? Bom, como eu expliquei, eu vou tomar o caso do Brejo paraibano. Eu queria mostrar o slide seguinte. Conversando com alguns colegas franceses, alguns me perguntaram onde fica Paraíba. Então, eu corri pegar um mapa, montar um mapa, né? Nordeste do Brasil, está ali destacado em vermelho, né? Bom, só para ter uma noção. E o mapa seguinte do Brejo paraibano, o mapa não está muito bom, porque ele está vegetado em Word, né? Bom, a Paraíba, como o Nordeste, são três grandes regiões importantes, né? A Zona da Mata, que é a zona tradicional da plantation canavieira, a zona de transição, que é a zona do Agreste, e os 70% praticamente da região Nordeste, que é o semiárido, não é? O Brejo paraibano é uma região, uma micro-região dentro do Agreste, né, da mesorregião Agreste paraibano, que é uma região muito interessante, porque é a região de uma maior umidade, né, é um vale maravilhoso e de produção intensa de hortifruti e granjeiros que abastece o mercado de Campina Grande, boa parte do mercado de João Pessoa. Então, o Brejo paraibano, historicamente, não é, ele se caracterizou por uma combinação de produção de alimentos com culturas comerciais. Algodão, café, agave e cana-de-açúcar. Recomendo a vocês fortemente que leiam o livro do Afrânio, né? Ele trabalhou isso e está muito bem explicado lá, eu não vou detalhar. Está muito bem. Além disso, o livro Capítulos de Geografia Agrária, da professora Emília Moreira, né? Os dois livros são as referências para entender como essa região ela é uma região muito interessante, no sentido de que não há um desenvolvimento linear de uma cultura a outra, mas há idas e voltas, né? Isso a constitui como uma região muito interessante, né? Bom, essa coexistência entre produção de produtos alimentares e culturas comerciais, ela pode ser entendida, não é, através dessas classificações de terra de agricultura e terra de engenho, que também, como vocês veem aí, está amparado no trabalho do Afrânio. Eu estou reproduzindo aqui praticamente, né, toda a reflexão que está no Sul, Caminho do Roçado. Então, dando um salto, né,
Vamos chegar na expansão do Proálcool, 75-85. Né? Bom, bem rapidamente, nós temos uma situação de 1975, né? 15 municípios produtores de cana-de-açúcar. Há uma expansão da cana-de-açúcar com os incentivos do Proálcool, não só nas regiões tradicionais de cana, principalmente na várzea da Paraíba, mas para áreas que até então não eram tidas como as melhores para a cana. O Brejo é o caso, que são áreas de morros, tal, né? De montanhas, etc. Então, em 5 anos, a cana se expande de 15 municípios para 28 municípios. Há inúmeros dados em termos de área plantada, etc., mas não há tempo para entrar nesse detalhe. Então, o Proálcool, nós poderíamos dizer que o Proálcool contribuiu para uma redefinição da região canavieira do estado da Paraíba. Do ponto de vista, além da expansão da área plantada, né, do aumento da produção da cana colhida, também houve uma expansão das plantas industriais, não é? Com a implantação de usinas e a ampliação, modernização das usinas e implantação das destilarias de álcool. Né? Então, em 74, só para ter uma ideia, em 74 nós tínhamos 7 usinas no estado todo e 3 destilarias de álcool. 75 a 85, 10 novas destilarias foram implantadas e as pré-existentes foram ampliadas. Né? Bom, tomando o caso do Brejo, nós ainda vamos descer um pouco mais pontualmente, como a Frânio disse, nós trabalhamos basicamente com método qualitativo, etnográfico. Tá. Então, vamos tomar o caso aqui como exemplo da usina Santa Maria, que são 2 usinas importantes no Brejo Paraibano. Eram, não é? Porque hoje elas não existem mais. A usina Santa Maria e a usina Tanques. Né? A usina Tanques fica no município de Alagoa Grande. Então, nos situando no exemplo da Santa Maria, nós tínhamos, em 74, 75, além da cana própria aqui, que foi uma expansão de compras de engenhos, de agregação à usina, tínhamos 220 fornecedores que forneciam 39 milhões de toneladas de cana. Na safra de 84 a 85, esse número passa para 325, 277 milhões de toneladas de cana. Bom, quais foram, bem resumidamente, as consequências do avanço da cana? Primeiro, uma expulsão dos moradores e foreiros. Né? Segundo, uma redução da área cultivada com lavouras alimentares. Na questão da expulsão, há também que considerar que houve uma expulsão para as pontas de rua, moradores e foreiros, não é, que perderam o acesso à terra, direito a produzir seus roçados, etc., e se tornaram trabalhadores assalariados, mas houve também a permanência de muitos que eram moradores que continuaram nas terras das usinas, aí na condição agora de trabalhadores assalariados. Agora, nessa condição, com a expansão da cana, eles perderam completamente o acesso à possibilidade de cultivos de roçado. Então, no trabalho que nós fizemos de recuperação do tempo da usina, né, nós fizemos durante 2, 3 anos um trabalho de memória, né, de recuperar o que eles lembravam, o que eles diziam, como eles relatavam sobre o tempo da usina. Então, um relato extremamente frequente é que a cana chegava à biqueira das portas, só faltava entrar na sala do trabalhador. Quer dizer, toda a ideia que nós temos dessa paisagem maravilhosa que Celino nos mostrou, né, da casa, do jardim em volta, não é? Não, isso tudo desapareceu, porque a cana literalmente estava quase entrando dentro da casa do morador. Não é? Bom, dando um salto, nós vamos para a década de 90, e com o período chamado, não é, o alardeado na imprensa, e chamado da crise das usinas, o período da crise da agricultura canavieira. Né? Então, em meados dos anos, só como exemplo aqui, em 1986, na Paraíba como um todo, tínhamos 178 mil hectares, em 5 anos, há uma redução para 92 mil hectares. Eu não trouxe o dado aqui, mas o Brejo Paraibano tem ainda um pouquinho de cana, né, mas não é mais cana para açúcar nem álcool, porque não há mais nenhuma usina.
Há, sim, a plantação de cana, muito pouco, os dados do IBGE todos mostram isso, mas é para a produção dos engenhos tradicionais de rapadura e uma renovação muito importante, que, infelizmente, não vai dar tempo para nós tocarmos aqui, que é a produção de cachaça, cada dia melhor. Vocês devem experimentar. Bom, Triunfo, principalmente. Bom, essa questão da crise das usinas, um dos motivos muito ressaltado pela literatura é o endividamento enorme, né? No caso da usina Santa Maria, dos dados divulgados pelo Banco do Brasil, ela se situava entre 16º lugar entre os maiores devedores ao Banco do Brasil, né? Então, aqui vocês terem uma ideia, 5 milhões de dólares de crédito trabalhistas, né? Só a dívida trabalhista não poderia ser paga com a venda das 12 propriedades da usina. Isso também o Afrânio já alertava no livro dele, né? No sentido de que ele já mostrava que, além da dificuldade econômica de pagar os direitos trabalhistas, o Afrânio mostra muito bem a resistência, a questão da mentalidade dos usineiros, não é? Em termos de cumprimento da legislação trabalhista. Essa questão é muito importante, porque é justamente o não cumprimento da legislação trabalhista que é tratado, né, no Brejo Paraibano, não só como uma questão, né, de não aceitação, questão de justiça, que possa ser resolvida na esfera jurídica, legal, mas é tratada de forma violenta. E o caso, né, que nós temos que lembrar sempre foi o assassinato da Margarida Maria Alves, em agosto de 1984, e a justificativa dos coronéis, né, a justificativa dos senhores de engenho, era porque ela estava colocando muita questão na justiça, né? Que era o repouso remunerado. Bom, quais as consequências da quebra da usina? Há uma crise econômica para toda a região, porque era a atividade principal em Areia, né? A usina Santa Maria representava a atividade econômica mais importante. Bom, as terras da usina ficavam em 3 municípios, então não era só uma atividade importante para Areia, Pilões e Serraria, cerca de 4.000 hectares, né? Todos eles foram convertidos posteriormente em assentamento. Então, desemprego em massa, né? E, no período entre a falência da usina e a formação do assentamento, os trabalhadores ficaram muito sem ter o que fazer, né? Sem poder plantar, porque era impedido de plantar, sem emprego. Então, foi um período extremamente difícil. Então, essa questão da falência das usinas, então, nos coloca, a nosso ver, uma questão muito importante para ser pensada, que é sobre os subsídios, né, os investimentos públicos, né, o que ocorre, né, quando, em 10 anos de investimento pesado, né, o PROALCO financiava, na planta industrial, financiava 80%, na parte agrícola, 50%. Né? Então, investimentos todos que nós temos que pensar para onde foi, né? Como que se pode cobrar isso socialmente, né? Bom, como ficam os trabalhadores, então, nessa situação? Não há grandes movimentações por parte da classe dominante, né? Então, o apoio que os trabalhadores tiveram foi um conjunto de organizações que se reuniram, sindicatos, universidades, organizações não governamentais, a Igreja Católica, não é? Diversos atores que se reuniram com os trabalhadores que estavam numa situação de fome mesmo, de fome extrema, era extremamente grave o período, e passaram a desenvolver um processo de luta e reivindicação, primeiramente, no primeiro momento, o que eles queriam era o pagamento dos direitos trabalhistas. Mas, posteriormente, no processo mesmo de negociação, de ver possibilidade de luta, a forma, né, assentamento, a forma institucional, assentamento, aparecia como uma possibilidade real. Então, no processo de discussão, a luta vai se desdobrando para um processo de desapropriação e de formação dos assentamentos, distribuição das terras da usina em lotes de 5 a 6 hectares. Né? Bom, então, agora, na condição de assentado, né? Que condição é essa? Então, a desapropriação foi em 94, né? Desde então, né? Antes do ato de desapropriação, eles já começaram a plantar, por conta própria, plantar produtos
alimentares, né, milho, feijão, mandioca, né, mesmo sem ordem legal, mas precisavam, né, garantir um mínimo de sobrevivência. Logo após a formação do assentamento, já se expande a produção de culturas alimentares, né, se formando hoje uma nova paisagem rural, uma completa redefinição da paisagem rural, de um mar de cana, né, caminhões descendo e subindo as ladeiras. Nós temos hoje uma recomposição de um espaço vamos dizer, uma paisagem de agricultura familiar camponesa, né? Casinhas por todos os cantos. Eu lamentei não trazer algumas fotos, mas, infelizmente, porque seria muito interessante nós vermos. Casinhas por todos os cantos, rodeadas com os jardins, né? Então, uma recomposição da paisagem, uma recomposição dos processos produtivos, uma recomposição do espaço de sociabilidade, né? Através da formação de associações, através da formação dos laços de vizinhança, etc., né? Bom, aqui na formação dos assentamentos é decisivo, não é? Como eu falei, é decisiva a participação dos movimentos sociais, né? Quer dizer, aí é como um ator fundamental, né, na formação desse novo espaço agrário. Bom, tenho só um minuto, tenho que correr aqui. Então, que condições vivem esses assentados hoje, né? Então, nós temos acompanhado a situação do assentamento desde 98, 99 até hoje. Ainda é uma situação, em termos de sustentabilidade, bastante difícil, né? Pouquíssimos têm acesso à Pronaf, por exemplo, né? Um dos problemas maiores é a ausência de assistência técnica, que nós temos que pensar que tratam de agricultores, né, que estão recompondo um saber agrícola, porque eles foram expropriados desse saber pela proibição de plantar os seus roçados, né? Então, se trata de um processo de reconstrução até de saberes, né? de processos produtivos, de conhecimentos e manejos do solo, etc., né? Nessa construção dessa reconversão produtiva, tem sido muito importante os laços de reciprocidade entre os agricultores, a troca de sementes, né, um passa para outro que deu certo, o que nós chamamos, e que vários análises têm demonstrado, no caso da Paraíba, a ideia dos agricultores experimentadores ou da experimentação, né? Bom, passamos aqui um pouco para os limites da reprodução dos assentados, né? A Celine tinha falado um pouco da ideia de pluriatividade. Quer dizer, na condição de assentados, as condições de reprodução são muito semelhantes aos agricultores familiares em geral, né? Das regiões do Agreste e do Sertão paraibano. Quer dizer, que a insuficiência em termos, né, da produção das culturas alimentares, em termos de geração de renda. Então, em geral, se precisa continua-se, né, necessitando de migração de alguns membros da família. De 2003 a 2006, nós nos concentramos principalmente numa pesquisa olhando para os jovens, né, nos perguntando qual era o lugar dos jovens aí, quais eram as estratégias de autonomia, se eles estavam ficando no lote, se eles não estavam. As estratégias são várias. Alguns ficam, estão sendo socializados no saber agrícola, estão dando continuidade ao lote, mas outros, na mesma família, têm que partir porque o próprio tamanho da terra não é suficiente, são 5 hectares. Né? Bom, para os assentados, então, o que nós observamos? Uma fragilidade das políticas públicas, ausência de assistência técnica, não é? E acho que uma questão muito importante é a fragilidade de um projeto mais amplo de desenvolvimento para os assentamentos e para a região, né? Então, acompanhando os assentamentos ao longo desse tempo, já houveram inúmeras discussões, há uma reivindicação forte de retomar engenhos tradicionais de rapadura, de reinstalar, porque em todas essas áreas haviam engenhos antigos, né? Outros recuperar engenhos para a produção de cachaça, né? Porque é o que eles sabem fazer bem. Há discussões de turismo rural, são muitas discussões, mas, até o momento, o que se processou em termos de uma reconversão é muito
é muito por conta, numa prática cotidiana aí de experimentação das famílias e dos seus laços sociais, né, de vizinhança, parentesco. Bom, então, duas transparências finais. Meu tempo acabou, infelizmente. Bom, primeiro, que tipo de reconversão produtiva é essa em que o assentado é um ator central, mas está sem recursos para desenvolver as potencialidades da família e do lote? Segundo, quais são as possibilidades de construção de um modelo de agricultura fundamentado na diversidade de culturas, né? E a necessidade de políticas adequadas? Por último, sobre a falência das usinas, o que pensar? Eu acho que, mesmo voltando ao passado, nos permite pensar sobre o presente, sobre a expansão da cana no presente. Quer dizer, não seria suficiente avaliar o desempenho da indústria sucrocoleiras apenas pelos volumes de produção, ou pela participação na pauta de exportação, ou pelos lucros. Mas é preciso pensar sobre o risco dos investimentos públicos no fomento dos projetos agroindustriais e as consequências disso para os trabalhadores. Eu só queria ler um pequeno fragmento. Eu gosto muito de trabalhar com memória e história oral. Nunca consigo ficar sem ler pelo menos um fragmento. Queria ler um pequeno fragmento que, ao nosso ver, é de uma densidade simbólica material que eu acho que não teria nenhuma análise minha que conseguiria substituir esse fragmento. É de uma sentada, é um fragmento que foi coletado por um aluno que fez uma dissertação de mestrado sobre o projeto de assentamento Redenção em 2002. A dona Nevinha diz o seguinte: meu filho, tem 3 coisas que dinheiro não paga nunca aqui, né? Está lá, eu pensei que não estava. A minha casa, que agora é só minha e ninguém bota os pés nela, como se fosse dono. O pedacinho de chão para nós plantar o que quiser e Deus mandar. E poder caminhar nessas ladeiras sem ter patrão para reclamar e pistoleiro para humilhar a gente. Agora eu bato nos peitos e digo, nós não somos mais gente hoje porque o governo não deixa. Eu acho que esse pequeno fragmento nós poderíamos desdobrar e discutir outras dimensões dessa passagem de terra de usina para terra de agricultura, né? A dimensão simbólica, a dimensão que tão bem trabalhada novamente pelo professor Afrânio, que é pensar esse tempo da usina, o tempo do assentamento, como um tempo, uma libertação do tempo, né, da sujeição para a condição de liberto. Então, eu agradeço. Obrigadíssima, Marilda, que, além de tudo, dos dotes de pesquisadora de campo e de antropóloga, como vocês viram, está abrindo uma empresa de marketing. Então, nós podemos passar agora para os debates. Então, podemos dar uma primeira rodada de 5 perguntas. Me chama um pouco a atenção, principalmente no trabalho da Celine, e um pouco menos da Marilda. Nós estamos falando de universos androcêntricos, né? É impressionante como é autoevidente, né? Cidade barato, que o pequeno negócio é uma questão masculina, né? A mulher entra de um jeito, digamos, de um jeito auxiliar. Eu acho, sim, eu fiz pesquisa um pouco sobre um universo que tem alguma, digamos assim, alguma semelhança com o da Celine, que é um cluster de armênios que fabricavam calçados em São Paulo na década de 90. Enfim, a pesquisa foi na década de 90, mas o cluster datava da década de 20, justamente na década de 90 estava em acentuado declínio, né? E o que chama a atenção nessa história é um pouco assim, você pergunta qual é o lugar das mulheres numa pesquisa dessas, né? Num universo, num arranjo produtivo como esses. Bom, as respostas são muito curiosas, né? Primeiro, a resposta que, enfim,
tem que tirar a mulher tem que tirar a mulher da linha de sucessão, né? Quer dizer, a linha de sucessão não, a linha, se as mulheres insistem em ficar na linha de sucessão, o jogo se complica. E qual é a reação das mulheres diante enfim, né, do processo de exclusão? No caso desse grupo armênio é bastante interessante. Talvez o que as mulheres fizeram, uma coisa curiosíssima, os armênios estavam no ramo que era de calçados de massa, de calçados de baixo custo, e as mulheres armênias acabaram, um processo engraçado, né? Elas acabaram engendrando um pequeno cluster de sandálias de luxo. Muitas inclusive de alto valor agregado, é um negócio muito mais interessante do que o negócio original da etnia. Né? E provavelmente muitas das moças aqui estão calçando os frutos dessa recomposição aí do arranjo produtivo. Eu acho interessante, enfim, me incomoda um pouco até essa coisa da gente não colocar a questão de gênero, onde evidentemente você tem um problema de patriarcalismo, inclusive um tipo de sofrimento feminino e mesmo, sei lá, em alguns casos de homens homossexuais, bastante curioso do ponto de vista, enfim, sociologicamente bastante significativo e, evidentemente, moralmente também bastante importante ser discutido. Je vais poser une question au passage. Le cas de la faillite de la sucrerie m'intéresse beaucoup, mais vous nous avez parlé de la reconversion des ouvriers. Mais j'aimerais bien savoir quelle a été la reconversion des propriétaires. Ils ont bénéficié, si je comprends bien, de crédits à très bas prix. Ces crédits n'ont pas nécessairement été réinvestis directement dans l'usine, peut-être aussi dans d'autres placements. Et que sont devenus les propriétaires? C'est aussi une question de reconversion et ce serait intéressant de faire le parallélisme entre la reconversion des propriétaires et la reconversion des ouvriers dont vous nous avez parlé. Merci. Meu nome é Paulo, sou do CPDA. A minha pergunta, que na realidade são 3 perguntas, é para a professora Celine. E não são exatamente sobre o foco do seu trabalho, mas algumas questões mais amplas que eu acho que pode ajudar a compreender. A primeira delas é se você pode falar um pouco dos impactos que têm acontecido no mercado do conhaque em relação ao que tem acontecido no mercado mundial de vinhos. Apesar do conhaque ser dessa cadeia produtiva, me parece que ele tem uma dinâmica um pouco diferenciada. Se você puder falar como tem se comportado em termos de aumento da produção, de exportação, e se tem havido na região uma pressão para aumento da área delimitada, como tem ocorrido em Champagne, por exemplo, para aumentar a produção de conhaque. Se há uma pressão para aumento da área da demarcação da região de conhaque. A segunda pergunta é a seguinte: a lógica contratual entre produtores e empresas no Brasil, no caso de vinhos finos, ela não tem funcionado. Basicamente pelo argumento da qualidade. Portanto, as maiores empresas têm adotado uma estratégia de integração vertical, adquirindo áreas próprias. Eu gostaria de saber se essa é uma estratégia que tem se desenvolvido lá também e em que magnitude. E, para finalizar, se você puder comentar um pouco do impacto que tem tido o incentivo da União Europeia para diminuir a produção e os estoques de vinhos europeus, e que leva a medidas como arrancar vinhedos, esse tipo de coisa. Qual o impacto para a produção de conhaque e a região? Bom dia a todos, meu nome é Cláudio, sou da Universidade de Brasília. A pergunta é para a professora Marilda. Professora, na reconversão, à medida que a cana-de-açúcar esteve dentro do assentamento, os assentados encontraram provavelmente um ambiente completamente degradado. Como é que eles trataram isso, né? E como que eles conseguiram também recuperar o capital social, que deve ter sido completamente dilapidado? Existem estratégias governamentais ou essas estratégias advieram dos movimentos sociais? Bom dia, meu nome é Cristiane, eu sou da Quatro Cantos do Mundo de Belo Horizonte.
E a pergunta direcionada para a professora Marilda, quando ela está falando sobre a reconversão, me lembrou muito o caso de Santa Helena de Goiás, não sei se o pessoal já ouviu falar, que é pertinho de Rio Verde. Rio Verde foi considerado, até 2007, o município respondia por 1% da produção brasileira de grãos, então é uma área bem representativa. E a gente teve a oportunidade de estar em Santa Helena de Goiás no começo do ano, onde os trabalhadores e os produtores rurais estão bem enfesados com a cana, porque quando teve a queda das commodities em 2005, foi a grande entrada da cana-de-açúcar na região do sul goiano e norte do Mato Grosso do Sul. Então, hoje, a terra produtiva de Santa Helena de Goiás ela é ocupada 70% pela cana-de-açúcar. E a usina que está lá, que é de Santa Helena, que é do Grupo Naum, pediu a recuperação judicial, né, que hoje nos fala falência, a recuperação judicial. E os produtores, os trabalhadores não recebem desde outubro do ano passado, estão lutando na justiça para tentar pegar os produtos da usina e tentar vender no mercado para retomar alguma coisa. E os produtores estão atrelados à questão do arrendamento. Muitos estão reféns mesmo da questão do arrendamento, que tem contratos de 8 até 12 anos. E eles não podem tirar essa cana e nem fazer nada com a cana pelo risco de serem processados pela usina. E isso foi o que os produtores relataram para a gente. E, pelo que a professora apresentou, no Brejo Paraibano, essa recomposição aconteceu desde 93, então demorou mais ou menos 16 anos para eles chegarem no patamar que eles estão hoje. Então, a gente avaliar Santa Helena de Goiás com 70% de cana parada, quanto tempo que eles vão demorar para fazer uma reconversão, uma reestruturação dessa agricultura, frente a esses desafios que estão acontecendo com a retomada dos investimentos do álcool, e a gente viu pelo zoneamento da cana, que aquela região vai ser realmente apta, totalmente apta para o plantio da cana. Então, isso gera um alerta vermelho para a gente pensar como que a gente está, essa reocupação, essa mudança de uso da terra mesmo, de grãos para cana, e para onde que esse grão está indo, para onde que essa pecuária está indo. Então, são os efeitos indiretos dessa reconversão. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Obrigada. C'est énorme les 3 questions que vous m'avez posées, mais je vais essayer de répondre très vite. Alors, sur la région délimitée, c'est assez stabilisé en France. Là, il y a des travaux là-dessus, on pourra en parler après si vous voulez, mais c'est assez stabilisé en France depuis les années 1930, la délimitation de la région délimitée. Mais par contre, il y a des travaux là-dessus sur la mise en place de ces régions délimitées. C'était évidemment très conflictuel. Hier, il a été question du zonage. Je disais à Afragno, c'est un très beau sujet d'enquête d'aller travailler sur comment est mis en place le zonage et les acteurs sociaux qui sont là-dedans et les oppositions. Et c'est toujours très conflictuel. Et on fait appel à des scientifiques, des géologues, et puis il y a évidemment des intérêts des viticulteurs qui sont en jeu, des intérêts politiques. Donc voilà. Mais en France, et c'est assez stabilisé depuis les années 30. C'est plus un sujet d'actualité, d'agrandir ou de réduire. Alors sur les incitations de l'Union européenne, vous avez raison. Alors le cognac, c'est très particulier. C'est ce qu'on appelle le cépage à double fin. Donc c'est très subventionné par l'Union européenne, notamment pour tout ce qui est la surproduction. Et à un moment donné, quand je faisais mon enquête là au début des années 2000, l'Union européenne disait stop, ça suffit, parce que la surproduction de cognac est énorme et ils avaient fixé des quotas qui en gros représentait à peu près la moitié la moitié de ce qui est produit sur un hectare de vigne à Cognac. Il y a la moitié qui était dans le quota pour aller vers le cognac et l'autre partie était subventionnée par l'Union européenne. Et l'Union européenne avait fini par dire stop, ça suffit. Et du coup, tous ces plans de diversification et d'arrachage, mais c'est ce que j'ai expliqué, les incitations à l'arrachage et la diversification, ça n'a pas du tout marché parce que ça va totalement à l'encontre de l'intérêt des producteurs qui cherchent à maintenir leur capacité de production, c'est-à-dire leurs hectares de vignes. Parce que arracher, ça voulait non seulement dire arracher, mais ne plus avoir l'autorisation de replanter. Et donc ça, ils ne veulent pas. Et donc, en gros, ça n'a pas marché. Et ce qui est frappant aussi, c'est que dès qu'il y a une reprise du marché du cognac,
les quotas augmentent et tout le monde se remet à produire à plein pot. Et donc tous les plans de diversification et d'arrachage, ils tombent à l'eau. Alors après, sur l'intégration verticale, c'est une très bonne question parce que la réponse est non. À Cognac, il n'y a pas d'intégration verticale. Les grands négociants, NC, Rémy Martin, ils ont des domaines d'une centaine d'hectares, ce qui sont donc de grands domaines par rapport à un viticulteur lambda. Mais à l'échelle c'est tout petit par rapport à l'ensemble de leurs fournisseurs. Alors, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas à acheter les vignes et à tout contrôler? Et je pense que parce que les vignes, ça coûte très cher, en fait. C'est une immobilisation patrimoniale énorme. Un hectare de vigne coûte vraiment très très cher. Mais par contre, ce qu'ils ont essayé de faire, et c'est une intégration verticale intermédiaire, on pourrait dire, c'est que les contrats de production, notamment, il y a des périodes où, dans le rapport de force entre les viticulteurs et les négociants, il y a des périodes favorables aux viticulteurs. Par exemple, dans les années 60, où le marché du cognac marchait très bien, les viticulteurs avaient plus de poids. Et puis, il y a des périodes défavorables, comme la période que moi j'ai étudiée, fin des années 90, début des années 2000. Et dans cette période peu favorable, les contrats de production, les négociants faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient et ils disaient si vous voulez continuer à être notre fournisseur, on va vous faire un contrat ils appellent ça bonne fin. Alors bonne fin, ça veut dire que vous nous livrez le cognac non pas sous la forme d'eau-de-vie mais sous la forme de vin au moment de la récolte. On le stocke, on le distille chez nos distillateurs, on le stocke dans nos chais à nous. Mais par contre, on ne vous paye que quand ça devient du cognac, c'est-à-dire 3 ans après. Et ça, c'est très dur pour les viticulteurs parce qu'ils donnent leur récolte tout de suite et ils ont l'argent 3 ans après. Et c'est une forme d'intégration verticale qui permet en fait aux négociants de récupérer le bénéfice lié à la distillation et lié au stockage, et en plus en ne payant qu'avec les 3 ans de retard, et en plus en donnant une fourchette de prix en disant on vous paiera entre temps et temps dans 3 ans. Et les viticulteurs, pour eux c'était très dur, mais ils l'ont accepté quand même parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui ont accepté parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Bon voilà, j'ai essayé de répondre vite, c'était rapide. Ouais, alors Roberto, merci beaucoup pour cette question parce que le genre a fait partie c'était une dimension centrale dans mon travail que là, j'ai pas eu le temps du tout d'exposer. Mais non, sans doute aussi parce que je suis une femme et qu'aller enquêter sur les viticulteurs, donc qui étaient presque tous des hommes, ça posait question. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'était en fait très facile de parler avec leurs compagnes et que j'ai pu développer toute cette partie-là sur le travail salarié de ces compagnes de viticulteurs. Mais j'ai aussi été chercher les viticultrices, s'il y en avait. Et là, c'est vraiment intéressant parce que en gros, dans une fratrie, quand ils disent on a la vocation, elle n'est pas donnée à tout le monde. La vocation, elle est donnée aux fils. Et on pourrait discuter, est-ce que c'est l'aîné ou est-ce que c'est le cadet? Ça, à mon avis, c'est assez ouvert. Mais en tout cas, s'il y a un garçon, ça ne sera pas une fille qui va reprendre l'exploitation, et c'est sûr. Et il y a même, j'ai un très beau cas dans mon enquête, d'une fille qui était l'aînée de 3 filles et qui a été vraiment socialisée comme un garçon, on pourrait dire, c'était le fils structural, alors même qu'elle était une fille, et ça se voyait même dans son allure, mais elle a été totalement socialisée au métier de viticulteur. Et alors qu'elle a 16 ou 17 ans, ses parents ont un dernier enfant, pas du tout prévu, un accident comme ils disent, et c'est un garçon. Et là, ça remet totalement en cause, alors même qu'elle était au lycée agricole, qu'elle était vraiment sur les rails pour reprendre l'exploitation, pouf, ça met tout par terre. Puis se pose aussi la question pour ces... Alors donc, les seules filles, du coup, presque, qui reprennent, c'est quand il n'y a que des filles, que des fratries de filles. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'à la génération d'avant, quand il n'y avait que des filles,
on transmettait le patrimoine à une fille, mais on faisait ce qu'on appelle une reprise en gendre. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'elle se marie avec un viticulteur du coin qui n'avait pas d'exploitation et qui allait reprendre l'exploitation en tant que chef d'exploitation. Et la fille, alors certes, le patrimoine transitait par elle, mais en revanche, elle n'était jamais à la tête de l'exploitation. Elle était aide familiale de ses parents, puis aide familiale de son mari. Et ça, aujourd'hui, ça c'est plus possible parce que les filles, elles vont à l'école. En plus, toutes les viticultrices, et ça aussi, on le retrouve sur les statistiques sur l'agriculture, elles sont plus diplômées. Les femmes agricultrices vont beaucoup plus elles sont beaucoup plus diplômées que les garçons. Donc, elles vont à l'école et elles n'acceptent pas que ça transite comme ça. Enfin, elles veulent devenir effectivement chef d'exploitation ou co-exploitante. Alors, du coup, ce qui est compliqué là, c'est la position de leur conjoint. Parce que le conjoint, qu'est-ce qu'il va faire là? Est-ce qu'il va travailler à l'extérieur lui aussi? Bon, voilà. Donc, dans ces récits-là de femmes qui deviennent viticultrices, ce qui est frappant, c'est tous les obstacles qu'elles ont, obstacles donc, dans leur famille, mais aussi obstacles à l'école. Elles font des récits vraiment passionnants sur comment elles ne trouvent pas de stage professionnel, parce que quand elles disent « Bonjour, je suis une fille, je veux apprendre à conduire la machine à vendanger », eh ben, on les refuse, quoi. Donc c'est très difficile en fait à toutes les étapes pour elles, parce que vous avez raison, c'est très androcentrique, voilà, et très patriarcal. Bom, primeiro para o Michel Villet. A pergunta é excelente sobre as reconversões dos proprietários, não é? Infelizmente, eu não tenho pesquisa, nenhum de nós temos pesquisa sobre as reconversões dos proprietários, mas é um tema necessário, extremamente urgente. Nós temos estimulado alguns estudantes para se animar para fazer pesquisa sobre isso, quer dizer, com certeza, uma recomposição muito significativa, né, dos proprietários, né? Mas, infelizmente, até onde eu tenho notícia, na Paraíba, pelo menos, não tem estudos recentes sobre isso, né? Ainda ontem conversávamos, eu e a Frânio, sobre essa questão, né? Então, infelizmente, eu não posso trazer nenhuma informação, porque há uma lacuna muito grande de pesquisas sobre essas reconversões dos proprietários, né? No caso da usina Santa Maria e da usina Tanques, o que ocorreu foi uma perda, né? Eles perderam a terra. E aqui, fazendo uma reflexão próxima à Celine, no caso dos proprietários da usina Santa Maria, houve um problema de sucessão, né? Porque o herdeiro os dados que nós temos, não conseguiu conduzir com competência administrativa a usina, né? Então, aí um dos elementos, né, da quebra, da falência da usina, está uma das explicações, mas isso precisa ser melhor investigado, né? Mas há aí uma questão de família, de sucessão que está presente, precisa ser melhor investigada, né? Então, eu não afirmaria, de modo algum, que esse é um motivo essencial, ou, enfim, teria que ser pensado no conjunto das outras causas que levaram à falência da usina, né? No caso da usina Tanques, também em Alagoa Grande, também a terra foi desapropriada por endividamento trabalhista, então também houve a perda do patrimônio familiar, né? E assim ocorreu também com outras usinas na Zona da Mata. Mas, de qualquer modo, eu só queria deixar o registro que é um tema extremamente necessário, inclusive, para compreender o rearranjo das elites políticas na Paraíba, né? A redefinição da oligarquia e das elites políticas na Paraíba. Bom, sobre o ambiente degradado, não é, Cláudia? De fato, essa é uma questão importante, né? E no nosso acompanhamento dos assentamentos não há nenhum trabalho sistemático em termos da recuperação. A recuperação pela degradação da plantação de cana, ela tem sido praticada, experimentada a partir da iniciativa dos assentados, né, do conhecimento local, né, e do compartilhar de experiências, né. Há experiências mais recentes de práticas agroecológicas, né, a SPTA, né. Mas aí a SPTA cobre todo o brejo paraibano, é uma entidade pequena para cobrir uma demanda enorme, né? Então, há o brejo como um todo, né, e outras articulações, o Polo Sindical da Borborema, o próprio Fórum dos Assentados e outras ONGs,
há uma construção coletiva muito importante, que é uma construção do movimento agroecológico nessa região, né? Mas, dado a demanda e a necessidade em termos de acompanhamento dos agricultores, eles não têm conseguido dar conta desses assentamentos, né? Então, o que eu poderia dizer é que não se tem um trabalho sistemático. Ele tem ocorrido, ele tem sido, o ambiente, o solo, o ambiente degradado tem sido recuperado por essa prática, né, experimental, né, e o saber compartilhado dos agricultores. Como? Não tem nenhum trabalho até então, né? Bom, sobre a Cristiane, eu entendi mais que foi um comentário, né, das possibilidades. O que eu poderia dizer, Cristiane, é que vai depender do conjunto de atores aí, das forças políticas, né? Bom, poderíamos, talvez, sonhar com a possibilidade de que outros processos de reconversão pudessem se desdobrar daí, né? Mas aí é uma questão de jogo político mesmo, depende muito dos atores locais, né? E que capacidade que eles têm de construir um processo ou outro, né? Um pouco isso. Muito obrigado. Então, nós poderíamos passar para o coffee break, e acho que é muito interessante contrapor dois casos, quase um caso longuíssimo de existência já de empresas familiares, com um caso de emergência de novos empreendimentos familiares, justamente quando acontece a falência dos outros. Então, acho que até essa lembrança mesmo que processos de falência podem vir junto com o processo de recomposição dos atores, pode ser um caso extremamente interessante para a maneira mesmo como a gente analisa os processos. Agora, a gente pode ficar para a próxima discussão. Desculpe.